Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2979 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 28 juin avec des anniversaires et tout d'abord le milieu belge de Manchester City. Il s'agit bien sûr de Kevin De Bruyne, il fête aujourd'hui ses 33 ans. Bon anniversaire à lui. Il y a également d'autres joueurs comme Pedro Gonçalves, joueur portugais du Sporting, fête aujourd'hui ses 26 ans. Le nouveau joueur du Bayer Leverkusen, Alex Garcia, ancien joueur de Girona, il fête aujourd'hui ses 27 ans. L'attaquant français Jean-Philippe Mateta qui va jouer avec l'équipe de France Espoir les Jeux Olympiques qui fêtent aujourd'hui ses 27 ans également. Et il y a un ancien très grand joueur de l'équipe de France, c'est Fabien Barthez, il fête aujourd'hui ses 53 ans. N'oubliez pas que c'était le gardien titulaire lors de la finale de la Coupe du Monde 1998 où l'équipe de France s'est imposée 3-0 contre le Brésil, avait été exceptionnel Fabien Barthez. On lui souhaite également un très bon anniversaire. On continue les gars et avant de parler des résultats de la journée ou même de la nuit dernière, les gars, on va parler d'une disparition. Donc l'ex-international camerounais Landry Nguemo, qui a notamment évolué sous les maillots de Nancy, Bordeaux et même Saint-Etienne en France, est décédé donc hier dans un accident de la route à 38 ans. Voilà, terrible info qu'on a appris hier les gars, avec la disparition de ce joueur qui a joué, je vous ai dit, dans différentes équipes de Ligue 1. On pense fort à lui, on pense fort également à sa famille. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé lors de la nuit dernière, parce que hier il n'y a pas eu de match, il n'y avait pas de match de l'Euro en gros, mais il y avait de la Copa América la nuit dernière. On commence tout d'abord avec l'Uruguay contre la Bolivie. Donc coup d'envoi c'est à 3h du matin et l'Uruguay s'est imposé 5-0 Manita pour l'Uruguay. Donc 2 matchs, 8 buts inscrits, ils ont gagné 5-0 le premier match, ils ont gagné 3-1 contre le Panama. Donc voilà, ça a été un festival de buts, Pelistri, Darwin Nunez, Araujo, Valverde, Bentancur ont été buteurs côté uruguayen. Donc les statistiques, bon j'ai pas vu le match, mais bon d'après les stats les gars, c'était un match à sens unique. 17 tirs, 11 tirs cadrés, 5 buts marqués. Donc voilà, félicitations à l'Uruguay qui est qualifié bien sûr pour les quarts de finale avec 2 matchs et 2 victoires. Et Darwin Nunez il continue à marquer, c'est vrai qu'il a déjà marqué lors du premier match et de nouveau il marque sur cette deuxième rencontre. Et c'est vrai que Darwin Nunez les gars, si on regarde, regardez, c'est les derniers matchs qu'il a joué là, dans Bolivie, il y a le Panama, il y a le Mexique, tout ça, à chaque fois il marque des buts. Il y a même des matchs où il a marqué un triplé contre le Mexique. Donc en tout j'ai compté, ça fait quand même 10 buts sur ces 7 derniers matchs. C'est quand même exceptionnel la série actuellement qu'il a du côté de l'Uruguay, l'attaquant de Liverpool. Un autre joueur, c'est Fede Valverde, le capitaine de cette équipe et joueur du Real Madrid. Donc il a marqué également un but, donc ça a été un festival. Beaucoup de joueurs ont marqué parce que les 5 buteurs sont 5 joueurs différents en gros hier du côté de l'Uruguay. Donc félicitations à cette équipe qui peut pourquoi pas remporter cette Copa América, on verra. Et l'autre match dans la même poule, le Panama qui avait perdu le premier match contre l'Uruguay, ils se sont rattrapés avec une victoire 2-1 contre les États-Unis. Donc un match les gars où côté américain ils ont pris un rouge, un Timothy Weah, regardez les gars, il a pris un rouge plutôt à la 18e minute de jeu, ce qui a pénalisé totalement son équipe. C'est dommage parce qu'avec un joueur en moins c'est beaucoup plus compliqué. Balogun a été buteur côté États-Unis, mais après voilà, ils gagnaient 1-0 les États-Unis, mais à 10 contre 11 ça a été trop compliqué et du coup ils ont pris 2 buts et du coup ils ont perdu le match et ça c'est pas du tout une bonne nouvelle pour les Américains. Et du coup on peut voir le capitaine Pulisic, il a essayé mais avec un joueur en moins, j'ai dit, ça a été compliqué. Du coup, au classement, ce groupe C, donc l'Uruguay avec 6 points après 2 matchs, ils sont sûrs déjà, bien sûr, d'être qualifiés. Donc tout va se jouer entre les États-Unis et le Panama pour cette deuxième place qualificative pour les quarts de finale. Mais pas que, quand même que les États-Unis joueront contre l'Uruguay. Il n'aura peut-être plus rien à jouer vu qu'ils sont sûrs d'être qualifiés, donc on verra. Le Panama, ils joueront contre Bolivie lors de la 3e et dernière journée. Concernant l'Argentine, donc l'Argentine n'a pas joué hier, mais ils vont jouer là d'ici quelques jours leur 3e et dernier match. Bon, eux aussi, un peu comme l'Uruguay, 2 matchs, 2 victoires déjà qualifiés pour les quarts de finale. Et c'est que Messi n'a toujours pas marqué en phase de poule. Et la dernière fois que Léo Messi n'a pas réussi à marquer un but en phase de groupe d'un tournoi majeur, que ce soit Copa América ou Coupe du Monde, c'était lors de la Coupe du Monde 2010. Ça fait au moins 14 ans, à chaque fois au moins qu'il marque un but, on va dire. Lors de la première, deuxième ou troisième journée match de poule on peut dire d'une grande compétition, et pour l'instant 0 but en 2 matchs et même il devrait être forfait pour le 3e match parce qu'en gros il a reçu une petite fatigue, on peut dire, une gêne musculaire, donc ce qui voudrait dire les gars qui casserait cette série. Et c'est un peu à l'image aussi de Cristiano Ronaldo, son plus grand rival lui aussi, Ronaldo les gars. Sur les 10 derniers tournois Euro et Coupe du Monde, à chaque fois un but. Puis là, les 3 matchs du Portugal ont été joués. 0 but pour Cristiano Ronaldo. C'est peut-être la fin, bien sûr, de carrière, bien sûr, pour Léo Messi. Et CR7, de toute façon, ça va bien arriver un jour ou l'autre. Bref, on continue avec cette Copa América. Le programme la nuit prochaine, donc à minuit, là, ce soir, la Colombie contre le Costa Rica. Et à 3h du matin, le Paraguay contre le Brésil. Une victoire obligatoire des Brésiliens. Ils ont fait 0-0 lors du premier match contre le Costa Rica. Ils savent le dernier match, en plus, sera un match compliqué contre la Colombie. Donc
Donc là, il n'y a pas de choix. Il faut s'imposer pour le Brésil. On parlera bien sûr de ces deux résultats demain. On revient nous en Europe. On va parler maintenant de l'Euro. Bon, il n'y a pas eu de match hier. Il n'y a pas non plus de match aujourd'hui. Ça reprend demain avec les huitièmes de finale. Mais là, on revient 3 ans jour pour jour en arrière. C'était un 28 juin 2021. Et la Suisse éliminer l'équipe de France au tir au but. Quelle immense déception tant sur le papier. L'équipe de France n'avait jamais paru aussi forte. C'est vrai qu'il y a des magnifiques joueurs, Paul Pogba, Kanté, il y avait tout le monde, il y avait Karim Benzema, tout ça, mais ça n'avait pas suffi. L'équipe de France avait échoué. Pourtant la France qui a mené 3-1 dans le match et la France avait fait n'importe quoi après. Peut-être pris trop de haut cette équipe suisse qui avait su revenir à 3-2, 3-3 et du coup tir au but et du coup il y a eu seulement un échec les gars, ça avait été Mbappé qui n'avait pas marqué, sinon tous les autres joueurs avaient marqué, bon bien sûr Hugo Lloris n'avait fait aucun arrêt comme d'habitude et du coup la France avait été éliminée dès les huitièmes de finale. En espérant que cette édition, la 2024, soit bien meilleure que celle de 2021 où on avait floppé. Parce que la France, les gars, huitième de finale, non. La France, chaque compétition, que ce soit Coupe du Monde ou Euro, doit viser au moins le dernier carré, donc les demi-finales. Et concernant cette compétition, donc on connaît bien sûr les 16 équipes. Voilà, je ne vais pas toutes les rappeler, mais on va faire le bilan aussi par rapport aux les phases de poule, vu que tout a été fini. Donc regardez, c'est la fin de la phase de groupe de l'Euro 2024 avec, voilà, ça, en gros, c'est un petit dessin voilà, qui montre pas mal de choses. Tout à droite, on peut voir Mbappé quand il s'est cassé le nez. On peut voir aussi tout à droite, juste en bas de Kylian Mbappé, les Turcs, en gros, quand ils ont pris un but contre leur camp. Vraiment trop dommage contre le Portugal. Donc voilà, en gros, quelques situations. On peut voir N'Golo Kanté tout en bas avec ses deux trophées MVP lors des rencontres. Donc voilà, c'est quelques moments forts, on peut dire, lors de cet Euro. Et dans le journal Équipe, aujourd'hui, ils ont dévoilé leur 11. Voilà, des phases de poule. Donc avec 0 joueur de l'équipe de France, c'est dommage. Même Kanté n'est pas dedans. Ils auraient pu mettre au moins Kanté, le seul qui a été à la hauteur, même si le dernier match a été un peu plus compliqué. Les deux premiers ont été très bons pour N'Golo Kanté. Donc on peut voir Miko Tadze, l'attaquant de la Géorgie. On peut voir Ndoye, joueur suisse. On peut voir Musiala. On peut voir Rodri. On peut voir également Fabien Ruiz ou même Pep, le défenseur du Portugal. Concernant le plus beau but des matchs de poule, donc c'est parmi ces 4-là, Çalhanoğlu face à la République tchèque, Zaccagni face à la Croatie, Ferran Torres face à l'Albanie ou Memphis Depay face à l'Autriche. Voilà, si vous vous souvenez pas des buts, n'hésitez pas à mettre à YouTube. Et vous tapez à chaque fois le joueur et l'équipe en adversaire et comme ça vous pouvez voir le but. Parmi ces 4 buts-là, il y en a un qui sera le plus beau but, bien sûr, des phases de poule de 7 euros. Concernant le joueur qui a été flashé le plus rapide, celui qui a couru le plus vite, les gars, c'est Benjamin Sesko. Donc un joueur de la Slovénie à 35,9 km à l'heure. C'est lui qui a couru le plus vite sur ces matchs de poule. Devant Mielia, donc un joueur de la Roumanie, 35,8. On peut voir Ndoye, on peut voir Ojlund ou même Rafael Leao qui a fait une pointe à plus de 35,4 km à l'heure du côté du Portugal. Le joueur qui a réalisé le plus de passes, et là il est loin devant, les gars, c'est Toni Kroos, c'est de loin. Le joueur qui a réussi le plus de passes, 326 passes. Et surtout le deuxième, les gars, c'est Barella, 221 passes. Il y a à peu près 100 passes, 105 passes d'écart entre le premier et le deuxième. C'est fou, alors que là, entre le deuxième et le troisième, il y a seulement 2 passes d'écart. Entre le deuxième et le premier, il y a plus de 100 passes d'écart. Donc voilà, incroyable, Toni Kroos, les gars. Et c'est fou quand on pense qu'il va arrêter. Il prend sa retraite, bien sûr, à la fin de 7 euros. Donc concernant ce top 10, aucun joueur de l'équipe de France. On peut avoir des joueurs italiens, des joueurs danois, mais pas de joueurs de l'équipe de France dans ce top 10. Du côté des dribbles réussis, là, il y a des joueurs, il y a un joueur de l'équipe de France, Ousmane Dembélé, au même niveau que Jérémy Doku. Les deux ont réussi 22 dribbles depuis le début de l'Euro. On peut voir les autres joueurs qui dribblent aussi beaucoup, comme Lamine Yamal, 13, mais bon, quand même beaucoup de dribbles moins que Ousmane Dembélé ou Jérémy Doku. Après, Lamine Yamal a moins joué. Par exemple, le dernier match, il était rentré en cours de jeu, alors que Dembélé a commencé les 3 matchs titulaires. Et c'est vrai, tiens, on se peut poser la question, les gars, qui fout droit, qui au poste d'ailier droit. Tiens, en plus, c'est le match France Belgique, c'est le match là dans lundi à 18h bien sûr. Donc Doku ou Dembélé, pour vous qui est le meilleur actuellement? Moi je partirais directement sur Doku. Pour moi Dembélé, les gars, il déçoit beaucoup, même si actuellement les deux sont premiers ex-aequo. Pour moi Doku est supérieur à Dembélé actuellement, et voilà, c'est ce que je pense. Voilà, c'est totalement véridique. On continue avec les arrêts. Donc le gardien qui a effectué le plus d'arrêts, c'est Giorgi Mamardashvili, le gardien de la Géorgie. 20 arrêts, donc 20 tirs cadré, arrêté. Et donc voilà, 20 arrêts. Bon, il a pris aussi des buts. Peut-être il a pris, je sais pas, 25 tirs cadrés. Il a pris peut-être 5 buts, mais il a fait quand même 20 arrêts. Donc 7 de plus que le deuxième gardien. Le gardien de la Roumanie, on peut voir les autres gardiens. On peut voir Donnarumma, tiens, bien classé aussi dans ce classement avec 12 arrêts depuis le début de 7 euros. Et concernant, tiens, ce gardien, les gars, Mamardashvili. Donc il est actuellement à Valence. Il ne restera pas à Valence. Le club exige entre 35 et 40 millions d'euros pour son transfert. Donc là, on parle un petit peu, vu qu'on parlait du joueur, là, j'ai voulu réunir une info mercato. Elle devrait quitter Valence, vu que Valence, ils savent
qui fait un très bon euro. Donc ils vont essayer de le vendre là sur ce mercato au prix le plus haut. Toujours avec des classements, cette fois-ci le classement des meilleurs buteurs. Et là aussi c'est un joueur de la Géorgie tout en haut, hein, c'est Mikko Tadze, le seul à avoir inscrit 3 buts lors des phases de poule. Hein. Félicitations à lui. Et Mikko Tadze, c'est le premier joueur à marquer dans chacun des 3 matchs de poule dans un euro après Gerd Müller et Stoskov, hein, donc un joueur hongrois. Ouais, c'est ça. Enfin, je peux citer hongrois, non, je dis peut-être une bêtise. Bref, c'est de la folie, voilà, tout simplement. Voilà, donc il a marqué à chaque fois un but. Donc j'avais dit à Gareth Bale en 2016, mais lui il a fait une passe D. Il a été décisif sur les 3 matchs, mais ça se peut qu'il ait marqué un but. Le premier match, deuxième match, un but. Et le troisième match, une passe D. Que lui, les gars, sur les 3 premiers matchs, un but chaque rencontre, hein, pour Georges Mikko Tadze. Il est décisif à quasiment tous les matchs. Hein, le Géorgien a marqué lors de 9 de ses 10 derniers matchs disputés, si on prend en compte sa sélection et le FC Metz. Hein, il y a seulement contre le Paris Saint-Germain lors de la dernière journée de Ligue 1 où il avait joué, il n'avait pas marqué. Sinon, à chaque fois, il a marqué au moins, on peut dire un but. Hein. Georges Mikko Tadze. Et mis à part hein, sa mésaventure à l'Ajax, hein, parce que ça n'a pas été une super expérience pour lui. Hein. Donc Mikko Tadze, les gars, ne fait que progresser d'année en année depuis le début de sa carrière. Il a commencé au FC Metz en N3 avec l'équipe réserve, hein, où il avait joué 17 matchs pour 8 buts. Après, on peut voir qu'il était parti en Belgique en 2e division, ensuite en première division. Il était monté, hein, bien sûr, il avait été promu. Après, il est revenu à Metz, après à l'Ajax, après à Metz, puis à l'Euro. C'est vrai que c'est des très belles stats hein, pour ce joueur, les gars. Qui va changer bien sûr de club, il ne va pas rester bien sûr au FC Metz en Ligue 2 la saison prochaine. Et pour l'instant, il y a toujours 3 clubs français qui surveillent Mikko Tadze, l'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais, l'AS Monaco. J'ai vu aussi Lens, hein, il est intéressé. Et pour l'instant, hein, je le verrai plutôt du côté de l'AS Monaco. Je pense que c'est le club parfait pour lui. En plus, c'est un club qui joue la Ligue des Champions. Ben Yedder a quitté le club. Donc, on pense qu'il pourrait aller là-bas. Après, ça se peut l'étranger, même si lui, ouvertement, il a dit qu'il souhaitait rester en Ligue 1 saison prochaine. Parce qu'il y a des clubs comme Newcastle, Naples et Dortmund sont également sur le meilleur buteur. Et c'est vrai que là, vu qu'il est très en vue hein, après cet euro, là, donc oui, peut-être il peut peut-être même viser une autre équipe. Hein. Et Metz, bien sûr, peut le vendre peut-être très cher. Imaginez si Metz, les gars, vendait 50 millions d'euros. Ce serait le jackpot total pour l'équipe de Metz. Hein. Et c'est la mania, les gars, Mikko Tadze, parce qu'on sait que voilà, sa célébration, il fait ça. Hein. Donc voilà, maintenant, on voit beaucoup de personnes, de jeunes supporters, bien sûr, à faire la même célébration. Et Willy Sagnol, le coach hein, de la Géorgie, après la qualification historique de la Géorgie, déjà la Géorgie, c'est la première fois qu'ils jouent hein, l'Euro. Ils sont qualifiés, donc c'est exceptionnel. Hein. C'est énorme, sans commune mesure avec ce que j'ai pu vivre comme joueur. Hein. Quand tu es un entraîneur, ça veut dire que tu es un peu plus vicieux, tu as plus d'expérience et peut-être que tu prends plus le temps d'apprécier les bonnes choses. C'est ce que je suis en train de vivre en ce moment, parce que voilà, c'est quand même exceptionnel ce qu'il est en train de réaliser, Willy Sagnol. Et l'homme le plus riche de la Géorgie, donc il s'agit de Bidzina Yanvinichvili, va donner plus de 10 millions de dollars à l'équipe nationale géorgienne qualifiée pour les 8e de finale de l'Euro hein, en cas de victoire contre l'Espagne, parce qu'ils jouent contre l'Espagne. Hein, ça sera, je crois que c'est dimanche hein, le match. Hein. Donc cette somme serait doublée, ce serait 20 millions d'euros de dollars à toute l'équipe. Bien sûr, après ils se partageraient hein, cette somme. Hein. Donc sa fortune est estimée à quasiment 5 milliards de dollars. Hein. Voilà, cette personne qui va faire, qui va donner beaucoup d'argent parce que voilà, il est tellement content bien sûr que son pays. Hein, réussissent bien sûr une magnifique compétition. On continue, tiens, on revient les gars sur le match entre la République tchèque et la Turquie. J'avais dit qu'il y avait beaucoup de jaunes, tout ça de rouge. Hein. Regardez les gars, met tous les jaunes et rouges comme ça en relief. Hein. Regardez tout ce qu'il y a eu. Hein. Ça a été un match tellement haché. Et c'est la Turquie qui s'en est très bien sortie vu que, bon, peut-être ils ont pris le plus de jaunes. Mais c'est eux qui ont gagné le match et c'est bien ça le plus important. Concernant les rencontres, n'oubliez pas demain les gars. Alors, demain on fera les avant-matchs parce qu'aujourd'hui il n'y a pas encore de match. Mais demain n'oubliez pas le premier 8e de finale Suisse-Italie 18h et l'Allemagne demain soir contre le Danemark. Et si vous n'avez pas beIN Sport, c'est simple en France, vous ne pourrez pas regarder les matchs. Hein, parce qu'officiel, le programme de diffusion TV en clair des 8e de finale de l'Euro. Donc 8e de finale, donc il y a 8 affiches. Hein. Donc sur les 8 affiches, donc il y en a 1, 2, 3, 4, il y aura seulement 5. Voilà, 5 affiches les gars qui seront diffusées en clair. Voilà, sinon les autres les gars ça sera sur beIN Sport. Donc Italie, Suisse et Allemagne, Danemark les gars, demain ça sera ni sur TF1 ni sur M6. Hein, ça sera sur beIN Sport. Donc par exemple le premier match qui sera diffusé en clair, il y aura Angleterre-Slovaquie. Sur M6, Espagne-Géorgie sera dimanche soir à 21h, là sera sur TF1. France-Belgique, ça sera sur TF1 lundi à 18h. Portugal-Slovénie sera sur M6. Roumanie-Pays-Bas sera mardi à 18h, il ne sera pas diffusé. Enfin, sur beIN Sport, mais pas sur M6 et TF1. Et Autriche-Turquie, lui, sera diffusé sur TF1. Donc voilà.
feront diffuser les rencontres, les huitièmes de finale. Concernant le match France-Belgique, enfin que moi personnellement j'attends et que je pense que beaucoup de supporters attendent, bien sûr peut-être la plus belle affiche bien sûr de tous les huitièmes de finale, et Timothy Castagne annonce la couleur. On devra travailler sur la vitesse des Français, mais on saura leur faire mal quand ils laisseront des espaces. Quand on a Kevin De Bruyne et Lukaku en 3 contre 3, cela peut faire des dégâts, bien évidemment. Bon, ça sera la France bien sûr de faire très attention, parce que peut-être la France aura peut-être le monopole du ballon, on ne sait pas. Je me souviens en Belgique en 2018, ils avaient la possession. Voilà, donc là on ne sait pas qui aura la possession, mais voilà, c'est deux équipes qui peuvent jouer en contre, qui peuvent faire très mal parce qu'il y a des joueurs très rapides en France, voilà, vous savez lesquels, et même du côté de la Belgique, bon, peut-être pas De Bruyne ou Lukaku, c'est peut-être pas des joueurs rapides, mais quand on pense à Castagne, à Leandro Trossard ou à Doku, bien sûr, ça va très vite du côté des Belges. Et De Bruyne, tiens, qui fête son anniversaire, on en parlait tout à l'heure, était optimiste avant de jouer la France à la fin du match. Il a dit écoutez, tout est ok, on peut gagner ce putain de prochain match, tout va bien, a-t-il lancé auprès de ses coéquipiers juste après le 0-0 contre l'Ukraine, où il y a eu les sifflets des supporters. Donc il a dit voilà, on peut gagner bien sûr ce putain de match contre l'équipe de France. Il savait déjà que s'il finissait deuxième, c'était la France, que la France avait joué la veille. Donc voilà, il sait que bien sûr c'est faisable, c'est totalement faisable. Et Wout Faes, le défenseur de cette équipe, n'a pas peur des Bleus. Il a dit on n'a pas peur, je ne pense pas que les Français ont joué leur meilleur foot jusque là, ça ne veut rien dire avant les huitièmes, mais on peut faire mal à n'importe qui, ça c'est vrai. Et William Saliba, hier il est en conférence de presse, puis il a réagi et puis il a répondu surtout à Faes. Ils ont dit que la Belgique n'avait pas peur d'affronter l'équipe de France. De toute façon voilà, c'est logique qu'ils se disent ça. Imaginez si Faes, les gars disaient oui on a peur de jouer contre l'équipe de France. Non, n'importe quel joueur ne peut pas dire que tu as peur de jouer contre une équipe, c'est impossible. Donc Saliba il a dit on n'a pas peur de la Belgique, on a peur de personne. Si Faes n'a pas peur, tant mieux pour lui, on verra lundi. Voilà, on a l'impression que le match est déjà lancé entre certains joueurs de l'équipe de France et certains joueurs de l'équipe belge. Et Saliba, sur la Belgique, il a dit c'est une nouvelle compétition maintenant, c'est les matchs élimination directe qui va commencer. Donc Belgique-France, c'est toujours un choc, on sera au rendez-vous, on ne va pas les prendre de haut, c'est une très grande équipe avec de très grands joueurs. Il a également parlé des tirs au but, parce que par exemple la France, quand ils ont été éliminés en 2021, c'était au tir au but. C'est qu'en Coupe du Monde aussi, échec contre l'Argentine au tir au but. Est-ce que l'équipe de France a travaillé les tirs au but? Nous n'avons pas encore préparé les tirs au but, on veut terminer le match avant, oui c'est vrai, mais il faut aussi préparer ça parce qu'on ne sait jamais. Oui, à chaque fois on dit on prépare pas, puis à chaque fois on sait que la France échoue, parce qu'à la France chaque fois le tir au but ça sent très mauvais. Voilà, vous savez les matchs que je parle dans le passé, donc ce serait bien de les travailler les tirs au but, même si t'as beau les travailler après quand tu es dans le match, ça n'a rien à voir, mais c'est toujours bien quand même de les travailler bien sûr un petit peu, ces tirs au but, tu peux les travailler 20 minutes à l'entraînement. Voilà, ça va tuer personne. Saliba aussi sur son association avec Upamecano en défense. Cela se passe bien pour l'instant avec Dayot. C'est facile quand tu as un joueur très fort à côté de toi. On se parle beaucoup avant les matchs, pendant les entraînements. On a créé quelque chose de bien. Voilà, par rapport à sa relation qu'il a avec Upamecano. Il parle aussi toujours avec Saliba de Lukaku, l'attaquant qui aura au marquage, on peut dire, lundi. On a la télé, on sait que c'est l'un des meilleurs attaquants du monde, bien sûr. Donc il n'a jamais affronté, il a dit. Saliba n'a jamais affronté Lukaku dans sa carrière. Ce sera la première fois que les deux vont s'affronter. Et toujours avec Saliba, donc on n'a encaissé qu'un seul but. Je suis content sur le plan personnel de ces 3 matchs. On est au point défensivement. C'est vrai, plus un but pris sur penalty, sur une faute d'Upamecano qu'on parlera juste après. Mais sinon, c'est surtout offensivement. L'équipe de France, là, il y a beaucoup de boulot à faire. Parce que c'est surtout se créer des occasions, mais surtout marqué. Là, il y a gros problème avec ce système-là. Et Saliba, rassure sur l'état d'esprit dans le groupe. Je peux vous confirmer qu'on est toujours des potes. Ça n'a pas changé en 8 jours. On a tous le même objectif. Bien sûr, tout le monde veut jouer, mais ce n'est pas parce que certains ne démarrent pas que ça va perturber le groupe. Tout le monde a le bon état d'esprit. Donc voilà ce qu'il a pu dire, parce qu'il y en avait des rumeurs là, qu'il y en a qui jouaient pas et qui prenaient mal, comme un peu Warren Zaïre-Emery, tout ça, de ne pas jouer, puis ça passait pas. En gros, Giroud aussi. D'après l'équipe, ils ont dit en gros que c'était un petit peu dégoûté d'à chaque fois d'être sur le banc. Il a dit que non, voilà, tout le monde est pote, bien sûr, ça perturbe pas le groupe, en gros, ceux qui ne jouent pas. Et voilà. Et Upamecano, il y a aussi quelques déclarations de sa part. Donc déjà sur l'action face à Lewandowski, si je le laisse contrôler, il aurait pu être seul face au but par rapport au penalty de la Pologne. Il a dit, en gros, il est obligé de faire ça. Bon, c'est ce qu'il dit. Mais non, il a mal fait parce que ça fait penalty. Voilà, oui. Peut-être il était face au but, ok, mais voilà, tu as quand même causé le penalty qui a amené le but de la Pologne. Donc il a dit qu'en gros, il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix de faire la faute. Voilà. Tu pouvais, au lieu de toucher ton pied,
le pied de Lewandowski, tu aurais pu toucher le ballon. Puis là, bien sûr, il n'y aurait pas eu penalty. C'est comme ça. Hein. Upamecano, il parle aussi de Lukaku. On connaît tous Lukaku. On sait ce qu'il est capable de faire. Physiquement, il est au-dessus de la moyenne. Ils ont aussi d'autres joueurs avec beaucoup d'expérience. On ne va pas se focaliser que sur Lukaku lors de ce match, lundi soir. Et Thomas Meunier, tiens, sur les sifflets des supporters belges après la rencontre face à l'Ukraine. On sait qu'ils ont été beaucoup sifflés. Les joueurs belges, il a dit, Thomas Meunier. Donc ce n'est pas que les joueurs ne comprenaient pas, mais c'était disproportionné. Ça allait trop loin et ce n'est que le début de la compétition. On est tous qualifiés, eux et nous. Cela m'a paru un peu fou. Voilà, autant de sifflets, autant de bronca sur les joueurs belges à la fin du match contre l'Ukraine. On peut comprendre que le match n'était pas à la hauteur des attentes pour nous aussi. On n'a pas fêté la qualification comme si on avait gagné 3-0. C'était très silencieux. On aurait même dit qu'on avait perdu. On était tous déçus. Donc le fait de se déplacer, de payer un ticket, offre des droits. Ce sont aussi des sacrifices pour eux, de l'argent et du temps. Mais se taper 6 heures de route pour insulter les joueurs, je ne pense pas que ce soit une finalité qui puisse arranger tout le monde. Donc voilà, en gros, lui ne comprend pas. Pourquoi ils ont été autant sifflés tout simplement les joueurs belges à la fin du match contre l'Ukraine, parce que la qualif était là, mais bien sûr les supporters de la Belgique, ils voulaient plus, ils voulaient déjà une victoire et surtout peut-être éviter l'équipe de France parce qu'en s'imposant, déjà ils étaient dans la meilleure partie de tableau, on peut dire, quand on voit les deux parties de tableau. Puis voilà, tu as peut-être eu un adversaire plus abordable, on peut dire en 8e de finale. Et Dugarry, tiens, sur Roten sans flamme, il a dit hier soir sur la Belgique, il a dit ces pauvres Belges, ils m'ont fait beaucoup de peine, je les trouve à côté de la plaque, lors des matchs de poule. Si on n'est pas capable de les battre, on n'a rien à faire à l'Euro. Voilà ce qu'il a pu dire. Donc oui, la France, les gars, est favorite. Après, ça reste la Belgique. C'est une équipe, les gars, imprévisible, où tout peut se passer. Les gars, je pense que déjà, ça va être un match fermé. Je pense pas qu'il y aura beaucoup de buts. Peut-être le premier qui marquera dans ce match gagnera peut-être. Donc voilà, je pense que ça va se finir à 1-0. Voilà, c'est vraiment un match très fermé, je pense, entre deux équipes comme beaucoup déçues sur les matchs de poule. Et la France, tiens, un gros problème, c'est marqué. La France n'a converti aucun de ses 53 derniers tirs de jeu dans l'Euro. Enfin, l'Euro, c'est fou. En photo, c'est tout simplement notre dernier but. C'était Paul Pogba lors du 3-1 contre la Suisse. On a parlé tout à l'heure, ça faisait 3 ans jour pour jour. C'est le dernier but dans le jeu. Oui, la France a marqué là 2 buts. Un but sur penalty, un but contre son camp. Mais dans le jeu, les gars, c'est pas possible. 53 tirs. Il n'y a toujours pas un but. La dernière fois, c'était là le magnifique enroulé en pleine lucarne de Paul Pogba. Avant que l'équipe de France se fasse revenir. Donc, c'est vrai que là, il y a un gros problème. Il faut les mettre. C'est vrai que si tu les mets, tu aurais été plus efficace. Là, peut-être la France aurait fini première avec 9 points sur 9. La France aurait été sur le côté droit du tableau. Tout aurait été bien, mais là, on sait qu'il y a un problème pour les mettre au fond. Et il est encore trop tôt pour affirmer que Didier Deschamps est en train de perdre son groupe. Mais certains joueurs se sont quand même un peu éloignés en route. Certains titulaires n'ont pas non plus forcément apprécié le nouveau management plus affirmé de Didier Deschamps. Qui a tapé du poing sur la table après les mauvais matchs. Même si Deschamps il dit oui, parfait, il a dit ça après la qualif, oui, c'est ce qu'on devait faire, tout ça. On est satisfait, on est content. Non, l'objectif, quand il dit l'objectif est atteint, oui, peut-être été qualifié, mais il fallait finir premier. C'était ça bien sûr l'objectif. Et nous, il n'est pas atteint l'objectif. Et Giroud et Thuram ont chacun inscrit un triplé face à l'équipe de Griezmann et Mbappé aujourd'hui à l'entraînement. Il y a un petit entraînement. On peut avoir 7-2, il y a eu le score final. La séance était bien plus qualitative que les dernières, c'est-à-dire que les joueurs ont mis un peu plus d'intensité, ça c'est peut-être une bonne nouvelle, avec un Griezmann injouable lors du travail devant le but. Voilà, donc, un Griezmann en gros devant le but, il en a une belle frappe, tout ça. Donc en espérant maintenant qu'il le monte maintenant sur le terrain, parce que je pense que Griezmann sera quand même titulaire lundi, même s'il a été remplaçant lors du dernier match. Là c'est un gros match, je pense qu'il va retrouver sa place dans le 11 de départ, et espérant qu'il remonte son niveau, parce que Griezmann, les gars, c'est quand même l'ombre de lui-même depuis le début de l'Euro. Toujours tiens avec l'équipe de France et les morceaux préférés des Bleus à l'Euro 2024. Bon, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais j'ai vu ça, je vais vous le partager. Donc par exemple des chanteurs comme Tiakola, comme Niska, comme Nino, ou même le groupe Magic System. C'est les chansons beaucoup écoutées, enfin les groupes de chanteurs beaucoup écoutés du côté des Bleus. Voilà ce qu'on va dire sur l'équipe de France, on en reparlera bien sûr demain. On va parler aussi de l'Angleterre, et l'Angleterre, ça on parle beaucoup des Bleus qui déçoivent, mais l'Angleterre aussi. Et Harry Kane, lui, ne doute pas, il a dit si vous regardez les derniers tournois, nous avons joué notre meilleur football dans la phase d'élimination directe. L'objectif est toujours de sortir du groupe, peu importe les résultats, donc chose faite. En plus l'Angleterre finit en tête, donc parfait, ils sont dans la bonne partie du tableau. C'est vrai que pour l'Angleterre, bon, potentiellement s'ils éliminent la Slovaquie, il y aura soit l'Italie ou la Suisse en quart, mais voilà, on va l'Angleterre, l'équipe qu'il y a, s'il commence à bien jouer. L'Angleterre, les gars, c'est une voie royale pour aller en finale, bien sûr, de l'Euro. Donc il a dit que voilà, vraiment l'Angleterre, il joue très très bien lors des matchs à élimination directe. On verra.
Et Phil Foden a fait plus de passes à Pickford, donc le gardien, 3, qu'à Harry Kane, une passe seulement sur les 3 premiers matchs à l'Euro. Ça symbolise le jeu décevant de l'Angleterre. Oui, l'Angleterre a déçu, je l'ai dit, sur les matchs de poule. Mais comme l'a dit Harry Kane, ils sont meilleurs lors des matchs d'élimination directe. Bon, on verra les gars. Dès leur premier match, ça sera dimanche à 18h contre la Slovaquie. Lorsqu'un journaliste demande à Jamal Musiala quel joueur l'a le plus impressionné dans ce début de l'Euro, il a dit j'ai bien aimé Lamine Yamal. J'aime les joueurs qui sont forts dans les 1 contre 1, qui sont courageux et qui rendent le jeu beau. Voilà, parfait. En gros, il rentre parfaitement Lamine Yamal dans ce que pense, on peut dire, Jamal Musiala. Quand Georgina Rodriguez reposte en story Instagram ce cliché de ce supporter, en plus je vous l'avais montré hier, Georgina, plus fort que la Géorgie, et Georgina Rodriguez, donc la copine de Cristiano Ronaldo, elle a republié ça sur son compte Instagram. Et tiens, en parlant de Cristiano Ronaldo, il a fait une petite photo, parce que des fois les familles des joueurs ils peuvent venir bien sûr dans le camp de base, donc regardez la ressemblance frappante entre CR7 et sa fille Bella Esmeralda, comme ça, donc oui, bon après logique, il ressemble parce que c'est son papa, mais voilà, la ressemblance est quand même frappante. On continue les gars, tiens, on revient quelques années en arrière, là c'était il y a 10 ans jour pour jour en arrière, c'était lors de la Coupe du Monde 2014 et c'était un festival de Rames Rodriguez, les gars, c'était un Colombie-Uruguay, Coupe du Monde, et Rames Rodriguez, contrôle de la poitrine et directement enchaînement du pied gauche en pleine lucarne, l'un des plus beaux buts de l'histoire de la Coupe du Monde. Il avait été élu plus beau but du mondial 2014, c'était il y a 10 ans jour pour jour qu'il avait marqué ce bijou, on peut dire, Rames Rodriguez. Toujours avec les jours pour jour, il y a 12 ans jour pour jour en arrière, cette célébration iconique de Mario Balotelli qui fête ses 12 ans aujourd'hui. Donc c'était je crois après la qualification de l'Italie qui avait éliminé l'Allemagne en demi-finale de l'Euro. Il y a une victoire 2-0, il avait marqué je ne sais plus s'il avait marqué les 2 buts, mais bon, il avait marqué au moins un but, il avait fait cette célébration là. Bon, après l'Italie était partie en finale contre l'Espagne, ils avaient perdu 4-0, la sélection italienne. Officiel, Pierre Sage décroche son BEPF, donc il s'agit du plus haut diplôme pour un entraîneur français, parce que cette saison Lyon les gars devaient payer parce une amende en gros parce qu'il n'avait pas les diplômes en gros pour entraîner. C'était à peu près au moins 15 000 euros par rencontre de Ligue 1, donc voilà, c'était un gouffre financier, enfin c'était beaucoup d'argent quand même donné, et du coup ça il a passé ses diplômes, voilà, donc il reste à Lyon, ça il n'y a pas de souci, mais Lyon comme ça n'aura plus d'amende à payer tout simplement auprès de la LFP. On revient les gars sur Nabil Bentaleb, on avait parlé il y a à peu près une dizaine de jours, j'avais dit que grosse frayeur, donc il était parti à l'hôpital. On en sait un petit peu plus, donc le malaise de Nabil Bentaleb était en réalité un arrêt cardiaque, annonce RMC Sport. Donc en gros il a joué un 5 avec ses amis. Et en gros, arrêt cardiaque, donc voilà. Donc l'utilisation d'un défibrillateur a même été nécessaire sur le moment, accompagné de massage cardiaque. Le Lillois a été opéré hier avec succès, s'est vu poser un pacemaker défibrillateur. Une fin de carrière est fortement probable. Donc voilà, en gros, il a eu la même chose qu'a eu Christian Eriksen lors de l'Euro, qui s'en est sorti, lui aussi s'en est sorti. Mais voilà, en gros, c'était pas un petit malaise, parce qu'à l'époque, enfin il y a 10 jours, on a entendu que c'était un malaise. Non, c'était un arrêt cardiaque. Donc heureusement qu'il y avait des coéquipiers côté de lui, voilà, qui ont pu le réanimer. Donc voilà, c'est pour ça qu'une fin de carrière est peut-être envisagée tout simplement pour Nabil Bentaleb. On lui envoie énormément de force. Et tiens, en parlant de son club, Lille, où peut-être il ne pourra plus jouer, vraiment avec des problèmes comme ça, un cardiaque les gars, je pense que la meilleure solution ce serait un arrêt de cardiaque, enfin un arrêt de carrière. Bon après il prendra bien sûr ces décisions là avec les médecins. Mais on va voir le programme de Lille pour les matchs de pré-saison. N'oubliez pas que Lille les gars commence très tôt cette saison, les premiers matchs officiels, parce qu'ils vont jouer les tours préliminaires de Ligue des Champions. Donc voilà le programme, donc il y a 3 équipes belges au programme, il y a aussi Wolfsburg. Puis après, ça sera déjà les matchs éliminatoires, bien sûr, de la future Ligue des Champions. À côté de Lille, il y a Lens, et le premier entraînement aussi de Lens, a été fait par Will Steele, qui est le nouveau coach, bien sûr, de cette équipe du Racing Club de Lens. Et aussi jour de reprise du côté de Rennes. Donc ça, voilà, pratiquement tous les jours passent. Là, il y a des reprises. Je sais qu'aussi à Strasbourg, ça a repris. Donc voilà, concernant le PSG, il devrait reprendre d'ici une dizaine de jours. Paris Saint-Germain qui reprendra un peu plus tard, vu que vous allez jouer la finale de la Coupe de France. Officiel, Montpellier aussi dévoile son programme estival. Donc il y aura Southampton, il y aura Fiorentina et Mayence. Et 3 adversaires restent à définir. Il pourrait s'agir de Saint-Etienne, de Gérone et d'Ereven, donc une équipe néerlandaise. Officiel, après 12 ans passés au Real Madrid, Nacho Fernandez, 34 ans, s'engage avec le club de Al-Qadsiya pour 2 saisons. Donc Al-Qadsiya, les gars, c'est une équipe promue. Il passe de 2e division à la 1re division saoudienne. Donc l'international espagnol touchera un salaire de 10 millions d'euros par saison, donc bien plus que ce qu'il touchait du côté du Real Madrid. Donc voilà, c'est fini. Il était capitaine numéro 1 du Real cette saison.
Donc voilà, départ du côté de cette équipe saoudienne. Et Nacho, il explique son choix d'aller en Arabie Saoudite. Pourquoi je ne voulais pas affronter le Real Madrid? Cela a toujours été clair pour moi. Maintenant, je vais vivre quelque chose de différent avec ma famille. Je suis très heureux. Bon, sa première raison, c'est parce qu'il ne voulait pas affronter le Real. Voilà. Bon, après, même s'il serait resté en Europe, ça se pouvait qu'il n'affronte pas le Real. Puis même s'il aurait affronté le Real, au pire, il aurait dit voilà, je ne veux pas jouer ce match-là. Il aurait pu faire une clause. La première raison, même s'il ne veut pas ouvertement le dire, comme la plupart des joueurs qui vont en Arabie Saoudite, c'est pour l'argent. Et Nacho, les gars, je serais très heureux si Carvajal gagnait le Ballon d'Or. Bon, on est encore très loin d'un ballon d'Or gagné par Carvajal, mais c'est vrai que cette saison, un buteur en finale Ligue des Champions, il a une magnifique saison avec le Real, là pour l'instant bien parti, lors de l'Euro. Oui, après gagner le Ballon d'Or, ça semble compliqué bien sûr pour Carvajal, mais finir au moins peut-être dans le top 10, ça serait, je pensais, exceptionnel pour le défenseur droit du Real Madrid. Tiens, toujours avec le Real, Joselu, désolé, tiens, officiel, le Real Madrid lève l'option d'achat de 1,5 million d'euros de Joselu. Donc voilà, mais le joueur ne va pas rester au Real, il va partir du côté de Al Gharafa. Mais voilà, le Real lève cette option d'achat. Et le Real Madrid estime que Joselu se trompe en signant au Qatar. Le club considère que sa décision est mauvaise pour le joueur et pour l'équipe. En gros, surtout Ancelotti voulait qu'il reste. Ancelotti l'a appelé, lui a demandé de rester au Real. Lui non, il va partir jeudi au Qatar pour toucher beaucoup d'argent. Il va toucher 8 millions d'euros par saison du côté de Al Gharafa. Il va signer 2 ans plus une autre année en option. Donc voilà, le Real Madrid estime qu'il se trompe tout simplement avec ce choix de carrière. On va parler de Younous Abdelhamid, l'ancien défenseur de Reims, va rejoindre la S Saint-Etienne. Il ne manque plus que la visite médicale et la signature du contrat pour que l'officialisation soit annoncée. Accord entre Enzo Lefebvre et l'AS Roma. Donc les négociations continuent entre les deux clubs. Donc voilà, ce joueur pourrait quitter Rennes et débarquer du côté de l'Italie. On va parler d'une nouvelle signature du côté de Lyon. C'est imminent. Il s'agit de Moussa Niakate. Il va signer à Lyon pour 31 millions d'euros. Bon, la somme reste être défini, là ça parle de 31 millions d'euros. J'ai vu aussi des infos où ça pourrait être 20 millions d'euros. Donc voilà. Mais donc là, ce joueur devrait bien débarquer à Lyon. Le défenseur sénégalais arrive ce soir à Lyon. Il va s'engager 4 ans. La priorité à ce poste était Naïef Aguerd. Mais Lyon n'a pas voulu s'aligner sur les 45 millions d'euros demandés par West Ham. Et c'est pour ça que Niakate, le défenseur sénégalais, devrait s'engager là certainement là dans le week-end. Ça pourrait être officiel du côté de l'OL. Mais comme j'ai dit, juste le prix où pour l'instant on n'est pas sûr de ces 31 millions d'euros. Officiel, Josip Stanisic, 24 ans, prolonge son contrat avec le Bayern Munich jusqu'au 30 juin 2029. Donc, félicitations bien sûr à ce joueur du Bayern Munich. On va parler aussi du défenseur italien Calafiori qui fait un très bel Euro, intéresse Arsenal et la Juventus Turin. Donc Bologne, son club actuel, en réclame 40 millions d'euros pour le lâcher. Moschin à la Fiorentina, here we go. Donc montant du transfert 13 millions d'euros plus 5 millions de bonus. Voilà, cet ancien joueur par exemple du PSG va rester en Italie, mais direction la Fiorentina. Du côté de la Juventus Turin, donc la Juve veut conclure l'arrivée de Khéphren Thuram. D'ici la semaine prochaine, l'opération pourrait monter aux alentours des 20 millions d'euros, bonus inclus. Voilà. Rien à rajouter de plus les gars. Donc il pourrait découvrir la Serie A dès la saison prochaine. Officiel Santi Cazorla, ancien joueur par exemple de Arsenal, 39 ans, prolonge d'1 an avec le Real Oviedo en 2e division espagnole. Donc il perçoit le salaire minimum. C'est vrai que c'est pas du tout un gouffre financier là, parce qu'il a déjà touché beaucoup d'argent dans ses anciens clubs, par exemple Arsenal à l'époque. Donc il demande le salaire minimum, il a imposé en 2e division et reverse 10% des ventes de ses maillots à l'académie de cette équipe de Real Oviedo, son club d'enfance on peut dire. Donc voilà, des nouvelles de ce joueur qui a eu d'énormes grosses blessures à l'époque. Donc tant mieux qu'il est toujours footballeur quand même à 39 ans. Officiel, l'AS Ajaccio est relégué administrativement en national par la DNCG. Ils ne resteront pas en Ligue 2, pourtant, ils auraient dû rester en Ligue 2, mais voilà, à cause de la DNCG, vous savez, c'est chaque fin d'année, pour voir si le bilan des comptes des clubs sont dans le vert. Donc là, c'est dans le rouge du côté de l'AS Ajaccio, donc il pourrait descendre en national. Donc le club corse va faire appel de la décision. En cas de confirmation de la décision, les Stades de Troyes seraient maintenus en Ligue 2. Voilà, Troyes, normalement, qui descend en 3e division française par rapport aux résultats de la Ligue 2. Il pourrait rester en Ligue 2 parce que l'AS Ajaccio pourrait descendre. Et l'équipe de Rouen, une équipe de nationale, eux va être rétrogradée, c'est officiel, en national 2, en 4e division, parce que là aussi, les finances
du club ne sont pas bons. Donc, du coup, c'est l'équipe de Avranches, les gars, une équipe du coup qui devait descendre en National 2, qui pourrait du coup rester en National 1. Donc voilà, ça bouge beaucoup dans les divisions inférieures. Du côté de la France, Van Nistelrooy va intégrer le staff d'Erik ten Hag à Manchester United. Donc Erik ten Hag, c'est fou. Pourtant, il y a encore quelques semaines, voilà, c'était sûr qu'il allait partir, même s'il allait gagner la FA Cup. Il l'a gagné en plus la FA Cup, il allait quand même partir. Et du coup, non, il va quand même rester. Il va même prolonger, augmenter son salaire. Et Van Nistelrooy, les gars, il va rentrer dans son staff tout simplement pour prendre de l'expérience. L'ancien attaquant, bien sûr, de cette équipe. Concernant Kvaratskhelia, donc les dirigeants de Naples sont en Allemagne pour essayer de convaincre Kvaratskhelia de prolonger, parce que Kvaratskhelia maintenant focus bien sûr sur l'euro, mais par rapport au mercato, on entend beaucoup de choses par rapport à un départ, rester, tout ça. Donc déjà Naples souhaite absolument, parce que Naples déjà ils vont, c'est sûr, Victor Osimhen va partir. Conte il a dit qu'il avait une bonne sortie Osimhen, mais ils veulent absolument garder Kvaratskhelia et ils sont même actuellement en Allemagne, voilà, du côté du camp de base de la Géorgie pour convaincre Kvaratskhelia de prolonger. Et Kvaratskhelia il a dit, il reste flou lui sur son avenir. Je ne sais pas encore si je vais rester. Je respecte Conte parce qu'il est l'un des meilleurs entraîneurs du monde. Je veux prendre encore quelques jours pour réfléchir après le championnat d'Europe, donc l'Euro. Je déciderai quoi faire, s'il restera à Naples ou s'il partira. Par exemple, le Paris Saint-Germain est bien évidemment intéressé. Du côté de l'Olympique de Marseille, un accord a été trouvé entre Paul Lopez et le Como 1907, une équipe qui monte la saison prochaine en Serie A. Le gardien donne sa priorité au club italien, il n'ouvre pas la porte à aucune autre destination. L'accord doit être trouvé avec l'Olympique de Marseille. Donc voilà, Paul Lopez, gardien de l'OM là depuis au moins 3-4 ans, celui qui avait remplacé Mandanda, devrait devenir le nouveau gardien de Como saison prochaine. Et du coup à Marseille, qui va devenir le nouveau gardien? Il y a des rumeurs les gars. Ilan Meslier est la priorité de l'OM au poste de gardien de but. C'est le jeune gardien français de l'équipe de Leeds qui reste en deuxième division anglaise la saison prochaine. Donc profil validé par Roberto De Zerbi. D'autres gardiens sont également ciblés. Donc il y a lui et il y a également Brice Samba, les gars, qui avait gaulé à l'OM à l'époque. Donc et l'OM aussi se sont entendus sur la partie salariale. Donc les deux gardiens ne viendront pas. Mais un des deux, les deux ne viendront pas en même temps, c'est ça que je veux dire. Mais un des deux pourra arriver, c'est pour ça qu'il y a plusieurs options. Donc on verra. Bon, peut-être le meilleur, j'en sais rien. Déjà lui il est beaucoup plus jeune, Meslier bien sûr que Brice Samba. On verra qui sera décidé là très prochainement. Toujours à Marseille, il y a aussi une grosse info les gars, que l'OM veut signer Mason Greenwood, un joueur de Manchester United qui a été prêté à Retafe. Des discussions ont débuté avec Manchester United. L'anglais est favorable à signer à Marseille par rapport à d'autres options qui lui ont été proposées comme la de Drôme, une équipe qui était intéressée. Donc Manchester en voudrait environ 40 millions d'euros. Donc si le deal se fait, 40 millions d'euros, il deviendrait la recrue la plus chère de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Le plus cher actuellement, c'est Vitinha qui avait été acheté 32 millions d'euros à Braga, qui a déjà été revendu pour seulement 20 millions d'euros au Génois. Donc voilà, si le deal se fait, 40 millions d'euros, ce serait bien sûr une énorme recrue pour l'Olympique de Marseille. Après, bien sûr, est-ce que Marseille faut qu'il se focalise sur ce joueur qui tapait sa copine à l'époque? Voilà, tout ça, c'est pour ça qu'il est beaucoup critiqué, et une logique qu'il est critiqué par rapport à ça. Donc là, on s'écarte un peu du football, mais voilà, concernant l'OM, les gars, veut signer Mason Greenwood. Et toujours du côté de l'OM, parce que ça bouge beaucoup, les gars, Ismaël Koné à l'OM, Erwigo, contrat de 5 ans, montant du transfert, 12,5 millions d'euros, plus bonus. Voilà, ce joueur canadien, ce joueur de Watford en deuxième division anglaise que je connais pas du tout les gars, il va signer du côté de Marseille. La même chose pour Lilian Brassier, lui aussi on attend l'annonce officielle, donc le joueur de Brest va quitter Brest où il aurait pu jouer la Ligue des Champions pour rejoindre l'OM qui joue pas de Coupe d'Europe. Donc Brest va recevoir 11 millions d'euros, donc le joueur de 24 ans va signer 5 ans du côté de Marseille. Concernant Nico Williams, lui veut rester à l'Athletic Bilbao, je l'ai déjà dit, Bilbao est ma maison. Bon après c'est ce qu'il dit, après ce qui va rester ça c'est pas sûr, je le vois bien partir de Bilbao, mais voilà il a dit que c'est sa maison bien sûr, l'équipe de Bilbao. Officielle, la photo officielle de l'équipe de France qui participe aux Jeux Olympiques de Paris. N'oubliez pas que les JO, bon là pour l'instant on parle beaucoup de l'Euro, mais après il y aura les Jeux Olympiques et il y aura un tournoi de football. Donc actuellement il y a le stage bien sûr avec Henry et par exemple Lacazette ou même Cherki, donc deux joueurs de Lyon sont bien sûr présents pour jouer ces Jeux Olympiques. Pendant 12 saisons à Chelsea, Petr Cech a dû faire face à plus de 1241 tirs, 1000 arrêts pour 241 buts encaissés. Je ne sais pas si vous voyez le ratio, il est quand même exceptionnel. 22 buts encaissés par saison, 80% de tirs arrêtés, 166 clean sheets, incroyable. 1000 arrêts
c'est quand même incroyable quand même, la performance de Petrovic du côté des Blues. Les stats du grand R9 avec la CLSAO en Coupe du Monde, hein. C'est 19 matchs, c'est 15 buts et 2 titres, hein, 2 Coupes du Monde remportées. Tiens, si on compare avec Mbappé, bon lui c'est un trophée remporté, mais Mbappé déjà a 12 buts inscrits quand même en Coupe du Monde, hein. Il n'y a plus qu'à 3 buts de revenir, hein, sur le grand Ronaldo R9. Neymar donne son pronostic pour le Ballon d'Or, hein. Vini est premier, pour lui c'est Vini qui devrait le remporter. Bellingham et Rodrigo sont à égalité, Mbappé rivalise avec eux, donc voilà, que des joueurs du Real Madrid, hein, bien sûr, sont en tête, hein, pour gagner le Ballon d'Or. Et tiens, on finit aujourd'hui avec le Real, hein, et le 11 de départ que pourra aligner le Real Madrid la saison prochaine. Voilà, ça devrait être ça, les gars. Donc déjà, ça serait fini le 4-4-2 parce que cette saison, ils jouent en 4-4-2, hein, avec Bellingham dans le losange au milieu de terrain, sur la pointe haute, hein. Donc là, ça devrait repasser au 4-3-3 pour intégrer Mbappé, garder Vini et Rodrigo. En gros, tu t'enlèves juste un joueur, tu mets Mbappé en plus et tu enlèves Toni Kroos au milieu de terrain. Donc voilà, ça devrait être ça. Donc Tchouaméni serait sur le banc, hein, parce qu'il va falloir faire les choix tellement qu'il y a une énorme concurrence. Tu es obligé d'en mettre titulaire, mais tu es obligé aussi d'en laisser sur le banc. Donc voilà, ce sera monstrueuse, hein, cette équipe du Real Madrid. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain samedi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.